Alors, bonjour, rebonjour à tous. On va attendre 2 petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter, pour qu'on puisse avoir un maximum de participants aujourd'hui. Je tenais à vous remercier puisque c'est un format que nous employons très peu et que nous serons amenés à utiliser un peu plus pour pouvoir parler et échanger des sujets avec vous. Je vais commencer par présenter les différents intervenants, qui nous font part de leur expertise aujourd'hui. Il y aura docteur Jean-Marc Simon-Pierry, médecin conseil responsable du pôle relations avec les professionnels de santé à la DRSM, la direction régionale du service médical. Nous aurons monsieur Éric Filiao pour la partie numérique en santé, madame Lydie Ramsamy, Véronique Valcarès, les délégués de l'assurance maladie, les conseillers informatiques et services, mesdames Katie Waro et Michaela Ramaille, docteur Marion Bigbo, qui est pharmacienne conseil, et je me présente également, Nathalie Mussard, je suis responsable du département accompagnement offre de soi à la CGSS de La Réunion. Les modalités, très rapidement, les modalités, sachez que, en raison du nombre de participants, les micros sont désactivés. Par contre, je vous encourage à nous poser des questions dans le chat et nous répondrons au fil de l'eau ou nous aurons un temps dédié à un moment donné pour vous répondre, un temps questions-réponses en fin d'événement. Vous aurez bien sûr le support qui vous est présenté aujourd'hui vous sera envoyé soit en fin de journée, soit dans la journée de demain, à l'adresse qui vous a permis de vous inscrire. Sachez que cette adresse, nous allons l'utiliser uniquement pour l'événement, donc après, elle ne servira pas à d'autres usages. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Alors, au niveau du sommaire, nous allons aborder la nomenclature, bien sûr dans le contexte de l'avenant 9 à la convention médicale, le numérique en santé, la télémédecine avec l'assouplissement et la simplification, le service d'accès aux soins et le dispositif biosimilaire. Comme vous le voyez, le contexte des apports de l'avenant 9, qui est un texte très important, vraisemblablement, à mon sens, le dernier texte qui sera signé avant le début des négociations pour la prochaine convention médicale. Donc, des revalorisations en hausse avec un montant d'investissement à hauteur de 800 millions d'euros, une contribution à soutenir la médecine libérale au regard du Ségur de la santé pour l'hôpital. Donc, ces mesures s'articulent autour de 4 axes majeurs: le renforcement de l'accès aux soins pour les publics prioritaires, la mise en place d'une réponse organisée pour faire face aux besoins de soins non programmés via le service d'accès aux soins qu'on va vous présenter, la consolidation du parcours de soins par le soutien aux spécialités cliniques et en fixant un nouveau cadre à la téléconsultation et à la téléexpertise, et bien sûr, thème hyper important, l'accompagnement du virage numérique pour la médecine de ville. Alors, je vais laisser la parole au docteur Jean-Marc Simon-Pierry qui va vous présenter les nouveaux actes et tout ce qui concerne la nomenclature dans l'avenant 9. Bonjour à tous. Donc, on m'a donné 10 minutes pour vous présenter les évolutions de l'avenant 9. Donc, effectivement, si vous avez quelques questions, je répondrai au fil de l'eau. Alors, c'est des modifications qui changent en fait soit les règles de facturation, donc pour les visites longues, pour les consultations pédiatriques complexes et pour le supplément en MIS. Il y a de nouvelles consultations qui ont été mises en place suite en fait aux discussions qu'il y a eu entre l'assurance maladie et vos représentants syndicaux sur l'aide sociale à l'enfant, la notion de visite blanche et la notion de MPH dans le cadre pour les personnes en situation de handicap. Et bon, je vous parlerai de la revalorisation de l'APC, mais là, ce sera extrêmement rapide. Donc l'ensemble de ces mesures, comme la convention date de 2021, il y a un délai en fait pour l'application en raison de la nécessité parfois de mettre en place soit des corrections, soit en fait des contestations sur le contenu de la convention. Donc cela, normalement, tout est applicable au 1er avril 2022. Et si effectivement vous avez besoin d'autres informations, tout est bien sûr sur Amélie. Alors, la diapositive suivante. Donc, les conciliations sont très complexes. Alors, en fait, l'idée des partenaires sociaux et de l'assurance maladie, c'est de renforcer qu'en fait, la prise en
en charge à domicile pour certaines pathologies. C'est pour ça qu'il y a des consultations qui ont été balisées, en particulier pour les personnes qui présentent une maladie neurodégénérative et réalisées par le médecin traitant, consultations pour les personnes qui sont en soins palliatifs et les consultations pour les plus de 80 ans en ALD. Donc, la visite, c'est des visites longues, elle est facturable 72 € à la Réunion. Le maximum, c'est 4 VL, bien sûr, par an et par patient, quel que soit le contexte de facturation. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, bon, je sais que c'est un petit peu différent à la Réunion, mais c'est vraiment que pour ces personnes-là qui sont dans ces situations pathologiques ou sociales ou de handicap, qu'il y ait véritablement une possibilité que vous, médecin traitant, vous puissiez en fait les accompagner à domicile. La L'autre slide, en fait, c'est donc il y a d'ailleurs l'assurance maladie à La Réunion, comme dans toutes les régions de métropole, enverra ses délégués d'assurance maladie auprès de vous, médecins traitants, sur la question des troubles du neurodéveloppement, qui est un sujet, je dirais, élyséen, présidentiel, puisque c'est un sujet sur lequel, en fait, on considère que le parcours des enfants porteurs de TND est largement à améliorer. Donc en fait, il y a une consultation complexe qui est réalisable par le médecin généraliste ou par le pédiatre, qui dans le cadre des TND, dont effectivement l'autisme a été valorisé, revalorisé et surtout étendu au-delà de la question de l'autisme à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc sur l'autre diapo, alors donc améliorer. Ouais, non, voilà le diapo. Donc c'est sur la prise en charge, on est bien sur le développement. Il y a un autre supplément qui a été ouvert en fait, aux troubles neurodéveloppement dont l'autisme, c'est la majoration MIS. Lorsque par exemple vous allez avoir un gamin avec sa famille qui vient et vous suspectez un trouble neurodéveloppement, dans le cadre de la première consultation, vous allez en fait faire comment dire? Vous allez tester l'enfant pour regarder, avec lui et sa famille, si effectivement ce trouble du développement est avéré. Ensuite, dans le cas du parcours, l'enfant et son dossier sera adressé à la plateforme de coordination, qui est en place à la Réunion. Et dans un deuxième temps, à l'issue en fait des conclusions de la plateforme, vous allez effectivement reprendre en fait avec les parents et avec l'enfant l'ensemble des informations qui ont été, qui vous sont remontés et discuter avec eux comment va se passer la prise en charge. Alors on faisait ça déjà pour les patients atteints de cancer, mais d'urologie grave, mais c'est aussi dans le cas des troubles du développement. Parce que même chose, les partenaires ont pensé que c'était un temps qui était à valoriser et que les professionnels de santé donc, pouvaient appliquer, médecins généralistes et pédiatres, ce supplément MIS, majoration pour activité complexe. On va passer. Bon, ça, c'est les liens. Donc, alors, lorsqu'un enfant rentre en fait dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance, il y a une consultation qui est réalisée par le médecin généraliste ou par le pédiatre pour effectuer les bilans de santé, les bilans de prévention, lorsque le gamin rentre dans le dispositif de l'ASE. Et donc cette consultation a été, donc même chose, valorisée en consultation complexe, valorisée à 55,20 € à la Réunion. Donc c'est une consultation à l'entrée. Alors la visite blanche. Ah, vous savez tous que, pour facturer en fait une consultation, une visite, il faut, un examen clinique, un interrogatoire et éventuellement une prescription thérapeutique. Malheureusement, dans la vraie vie que vous connaissez, lorsque, avec certaines personnes qui sont en situation de handicap, il peut arriver que la consultation ne puisse pas aboutir à un examen clinique. Pourquoi? Parce que soit effectivement, il peut y avoir une manifestation. J'ai un souvenir d'un enfant qui a fait une crise d'épilepsie, donc effectivement, manifestation aiguë du handicap et la consultation, que vous souhaitez faire, l'examen clinique, est pas possible.
Donc cette consultation restera bien sûr valorisée comme une consultation de référence. Le deuxième point qui est peut-être plus, aussi plus intéressant, quoi, c'est que lorsque, toujours dans ces éléments d'explication, il y a un temps de rencontre avec un enfant ou une adulte en situation de handicap qui est réalisable lorsqu'on va, lui préparer en fait, son nouveau lieu de prise en charge, voire de consultation, pour l'accoutumer en fait à l'environnement, au personnel, tout ça. Et bien, même s'il n'y a pas ce temps qui est pris par le professionnel de santé pour expliquer comment se fera la prise en charge, même s'il n'y a pas d'examen clinique, pourrait être valorisé au titre d'une consultation blanche. La diapositive suivante. Alors, MPH, dans le cas de l'amélioration des prises en charge des patients en situation de handicap, donc en fait, bah, il y a 2 contextes, distincts de cette facturation, donc qui est facturable à 72 €. La première chose, c'est le remplissage complet, ouais, parce que parfois c'est ça, il manque des renseignements, du 1er certificat pour rentrer à la MDPH. Donc c'est même chose, ce travail du remplissage du certificat médical obligatoire, qui permet en fait à la MDPH après l'attribution des droits et des prestations des personnes. Effectivement, bon, je vais pas lire les choses, hein, mais effectivement, vous avez, toutes les difficultés, tous les renseignements, que ce soit liés à la vie quotidienne, au cadre familial, tout ce qui est en rapport avec la prise en charge et les médicaments, tout ça, ça doit en fait être, largement, documenté. Enfin, tout ça, ça rentre dans la processus de décision de la MDPH. Donc ça, c'est le remplissage du premier certificat. Bon, je passe là-dessus, hein, c'est pas grave. Et le deuxième élément, c'est le passage de dossier entre l'ancien et le nouveau médecin traitant pour des patients en handicap sévère. Donc ce temps d'échange, où effectivement ça ne se fera pas forcément même chose avec un examen du patient, parce que ouais, en présence du patient, bah, ce travail de partenariat, de coordination, de passage de témoins sera rémunéré en fait, comme tout à l'heure, pour chacun des médecins par une MPH. Et le dernier, bon, c'est l'APC en valorisation de 6 €. Et puis, bon, il y a quelques actes qui sont majorés mais ça, c'est dans la convention, c'est les actes, à la classification, commune des actes médicaux. Et le dernier point, effectivement, la première consultation sexuelle, que ce soit pour un garçon ou une fille, normalement, c'était uniquement chez les personnes mineures. Bon, ça a été élargi aux personnes de moins de 26 ans, quoi. Et ça permettra en fait d'avoir un peu plus de temps pour aborder les questions de santé sexuelle, quoi. Voilà. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par la suite. Pendant le temps, on bénéficiera de l'expertise du docteur Simon Pierry. Je vais laisser la parole à Eric, monsieur Eric Filiao, pour le numérique en santé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Eric. Oui, ok. Donc effectivement, je vais prendre le relais sur le sujet du numérique en santé, en collaboration avec les CIS. Donc le premier volet, donc c'est sur l'arrivée de mon espace santé. Vous avez sans doute entendu parler de mon espace santé. Donc c'est on va dire le carnet de santé numérique du patient, c'est-à-dire que ce carnet numérique est divisé en 4 briques. 4 briques. La première brique, c'est ce qu'on appelle le dossier médical. Ce dossier médical intègre en fait ce qui existait auparavant, c'est-à-dire le dossier médical partagé, le DMP. Donc, ça veut dire que concrètement, les patients qui jusqu'à présent avaient un DMP et dans lesquels il y avait déjà des documents, l'historique des DMP existants donc, est conservé, bien sûr, et intégré dans mon espace santé. Ce qui est nouveau, c'est que vous avez également la possibilité ce qui est important, c'est que au niveau des médecins, vous puissiez joindre le volet de synthèse médicale, le VSM, puisque c'est un document de référence très important pour le suivi médical du patient.
Ce qui a été ajouté au niveau de mon espace santé, c'est le profil médical. C'est-à-dire que le patient peut ajouter de lui-même, préciser des informations qui le concernent, par exemple des allergies, vous donner sa mesure, son poids. Enfin bref, il peut rajouter différents éléments personnels qui sont regroupés dans ce fameux profil médical. Et ce profil médical pourra être partagé avec le professionnel de santé, en particulier avec vous, médecin, et on peut vous l'envoyer donc concrètement avec l'application. On peut utiliser le profil médical et vous envoyer un fichier, par exemple, sous forme PDF. Deuxième grosse brique, c'est en haut à droite, la messagerie santé. C'est-à-dire que vous avez une messagerie sécurisée pour le patient. Et donc, ça vous évite effectivement d'être dans la situation où vous devez échanger des informations médicales avec votre patient, mais avec des applications qui ne sont pas du tout sécurisées, type WhatsApp, etc. Malgré les annonces sur leur site, ce n'est pas et c'est loin d'être sécurisé. Donc là, vous avez un espace de confiance, la messagerie de santé, et vous, en tant que professionnel, vous pouvez donc envoyer des mails sécurisés et des documents médicaux sans aucun problème. Troisième brique, le catalogue de services. Et quatrième brique, l'agenda santé. Donc, vous voyez que c'est un peu plus en pâle. Pourquoi? Parce que les deux premières briques, dossier médical et messagerie de santé, sont déjà disponibles au démarrage du dispositif. Donc, pour rappel, ça a été lancé en métropole et enfin, au niveau national, donc réunion inclus, depuis le 31 janvier, on peut adhérer volontairement à mon espace santé. Par contre, le circuit standard, c'est que le patient va recevoir un code par courriel ou par courrier. Et le lancement officiel, c'est aujourd'hui. Donc, c'est à compter de demain, en fait, que les patients de la Réunion vont recevoir, dans un premier temps par mail, puisque ça va être plus rapide, et ensuite, ou par courrier, pour ceux qui n'ont pas de mail, recevoir leur fameux code provisoire qui leur permettront d'accéder et de créer leur compte Mon Espace Santé. Donc, les deux premières briques déjà opérationnelles. La troisième, le catalogue de services, c'est un catalogue où vous avez des applications validées par le national, applications uniquement de santé, bien sûr, et à charge pour le patient de télécharger les applications qui l'intéressent, par exemple sur la prévention des AVC, le suivi de son diabète, etc., etc. Quatrième brique, qui va bientôt arriver également, c'est l'agenda santé. C'est un agenda où seront notifiés en fait les événements tels que les rappels de vaccination, les rendez-vous médicaux, etc., etc. Donc tout ce qui est date, tout ce qui est rappel, pourront être mentionnés dans cet agenda via les logiciels des professionnels. Donc ces deux dernières applications, là, ces deux dernières briques, seront disponibles courant 2022, a priori plutôt autour de juillet-août. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour les professionnels de santé, c'est effectivement un nouveau service que vous avez, qu'ont les usagers, pardon. Donc, vous avez vers le bas le dossier médical et la messagerie de santé versant usager. Ça s'appelle donc effectivement Mon Espace Santé. Par contre, versant professionnel de santé, on reste sur la même appellation. Il n'y a pas d'évolution pour vous. On reste sur l'utilisation du dossier médical partagé et de messageries qui font partie de l'espace de confiance MS Santé. Voilà, donc tous les patients qui ne se sont pas opposés à la création de Mon Espace Santé, c'est ça aussi qui va changer par rapport au dossier médical partagé, au DMP, c'est qu'auparavant, il fallait que le patient fasse la démarche de lui-même. Là, il y a trois solutions. Donc, comme je vous disais, on envoie les codes provisoires au patient. Soit il dit « je veux adhérer au dispositif et je vais volontairement aller sur le site, faire valider mon choix ». Soit je souhaite m'opposer au dispositif.
Là également, je vais sur le site Mon Espace Santé et je dis « Je ne veux pas », donc grâce au code provisoire dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, la grosse majorité ne va rien dire parce qu'elle n'aura pas pris le temps de le faire, etc., etc. Donc cette grosse majorité, cette troisième situation, en fait, pour eux, il y aura une création automatique de Mon Espace Santé. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que c'est une obligation. Bien sûr, au niveau des droits, le patient pourra évidemment s'opposer même si le compte a été créé. Et à l'inverse, même s'il s'était déjà opposé, il peut également modifier son choix et revenir et décider de finalement adhérer à Mon Espace Santé. Donc, aucune obligation, évidemment une incitation de l'assurance maladie et évidemment aucun lien avec les remboursements, que l'on soit adhérent ou pas au dispositif. Ce sont les mêmes règles qui continuent d'être appliquées. Le nouvel usage pour la MS Santé, les échanges avec les patients. Donc, vous avez la messagerie de santé dont je viens de parler tout à l'heure, permet d'échanger avec votre patient. Vous avez donc une messagerie sécurisée qui est intégrée à votre logiciel, pour peu qu'il soit évidemment compatible. Vous pouvez envoyer de façon sécurisée, encore une fois, les informations, enfin le texte lui-même, plus les pièces jointes. Vous pouvez faire des échanges avec lui peut avoir des échanges avec le cercle de patients, le cercle de médecins, pardon, le cercle de professionnels qui s'occupent de ses soins. Et concrètement, l'adresse mail du patient, ce sera disponible en fait, enfin vous pourrez y avoir accès grâce à votre logiciel et il faudra utiliser, mais là c'est le logiciel qui vous aidera, c'est utiliser en fait le numéro INS, Identifiant National de Santé. Ensuite, ça suivra @patient.mssanté.fr. Voilà, donc ça c'est l'adresse mail qu'il faudra utiliser pour un patient donné. Donc l'INS, c'est l'identifiant national qui doit être qualifié, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'il s'agit de la bonne personne qui a les soins. On y reviendra tout à l'heure. Mais en gros, vous vous assurez qu'il s'agit bien du bon patient et l'INS correspond au numéro de sécurité sociale après vérification qu'il s'agit bien de la bonne personne. Donc, vos patients, au niveau des usages concrets, évidemment, les professionnels de santé ont été contactés et il a été pris en compte que le patient ne peut pas contacter de lui-même son professionnel de santé de manière large. Vous pouvez également clôturer une conversation déjà entamée si le patient continue à échanger, que vous estimiez qu'il n'y a plus de nécessité d'échanger par mail sur ce point. Les documents que vous recevez via la messagerie pourront être enregistrés directement dans le dossier patient. Tout ça également grâce au logiciel. Les professionnels de santé habilités à utiliser la messagerie sont évidemment les professionnels qui disposent d'une BAL MS Santé. Et quelque chose qui est très important, c'est que vous n'avez, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, vous n'avez aucun engagement de votre responsabilité si un patient venait à vous informer de façon urgente via votre messagerie, via Mon Espace Santé, via sa messagerie sécurisée. Si lui vous contacte, il n'y a pas pour une information urgente, il n'y a pas évidemment de responsabilité qui est engagée versant professionnel de santé. À droite, vous avez une petite copie de ce que ça ressemble, hein, la messagerie. Bon, rien d'extraordinaire au niveau ça reste une présentation classique, on va dire, avec les dates, la date, les destinataires, les pièces jointes, etc. etc. Donc, on reste sur une utilisation connue de messagerie. Les objectifs du référencement Ségur pour les éditeurs de logiciels. Donc, bien sûr, pour les médecins de ville, l'idée, c'est de généraliser l'échange, le partage des documents, cela entre professionnels de santé, mais également vers les patients. Et tout au long, en fait, du parcours de santé de ce patient. Donc, vous avez, pour faciliter les choses,
l'intégration dans le logiciel de gestion du cabinet des documents et des informations numériques reçues par le professionnel de santé. Donc ça, c'est ou provenant également du dossier médical, du DMP, de l'usager. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sûrement en situation de recevoir des informations par mail, même avec vos collègues, c'est-à-dire même dans l'espace de confiance MS Santé. Sauf que les pièces jointes que vous avez, vous ne pouvez pas les intégrer, enfin, elles ne sont pas intégrées de façon automatique dans votre logiciel métier de médecin. Donc, dans le Ségur, il y a eu un cahier des charges qui a été déposé pour que cette intégration automatique des documents soit possible. Deuxième chose, la génération de certains types de documents et données numériques, donc en particulier le VSM, le volet synthèse médicale, c'est une des pierres angulaires, pour ne pas dire la pierre angulaire de l'information médicale du patient. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on reviendra également nous aussi là-dessus, sur l'importance de ce VSM. Troisième partie, l'intégration optimisée des comptes rendus de biologie structurés. Donc là, c'est un peu le même souci, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les laboratoires étaient un peu en avance, on va dire, sur le dispositif en termes d'envoi de documents numérisés. Le souci, c'est qu'il y avait là encore des difficultés à intégrer de façon automatique les éléments des laboratoires. Et là où on va plus loin avec mon espace santé et avec le Ségur en général, c'est que des normes d'un cahier des charges donc, a été défini de façon à ce que des éléments plus fins soient intégrés dans le dossier du patient automatiquement. Par exemple, vous avez lorsque vous avez une mesure sur le fer, cette mesure, ce résultat, vous souhaitez qu'il soit alimenté dans le dossier patient, ça pourrait être généré de façon automatique pour les logiciels qui sont compatibles Ségur. Dernière brique, l'envoi de ces documents et données numériques par messagerie sécurisée de santé vers un professionnel de santé ou vers l'usager. Tout ça, évidemment, via la messagerie de mon espace santé. Et l'alimentation systématique dans mon espace santé de l'usager. Là encore, à travers le cahier des charges qui a été défini avec les éditeurs, l'idée, c'était de vous soulager au maximum et de prévoir une automatisation la plus poussée possible sur l'alimentation de mon espace santé. Donc là encore, c'est tout l'intérêt d'avoir un logiciel compatible Ségur. Suivante, s'il vous plaît. Alors, le référencement, bien sûr, pour pouvoir bénéficier du dispositif Ségur, les éditeurs doivent suivre ce cahier des charges Ségur et, bien sûr, être référencés au niveau national. Les fonctionnalités doivent être validées par ces habilitants. Vous, en tant que médecin, l'objectif, c'est de disposer de ces outils Ségur, car vous avez une prise en charge pour les mises à jour, une mise en charge totale par le national de l'évolution de votre logiciel. Donc, en termes de démarche, il convient que vous vous rapprochiez de votre éditeur de logiciel pour voir qu'est-ce qu'il peut vous proposer, passer commande auprès de lui. Donc, toujours, bien sûr, vous avez le choix, bien sûr, de l'éditeur, pourvu que cet éditeur soit validé et un outil validé au niveau du Ségur. Programmer l'installation de votre logiciel. Donc là, vous avez des dates butoirs qu'il est important de connaître. C'est-à-dire que vous avez vous avez 2 dates. Le 15 juillet, vous devez passer une commande auprès de votre éditeur qui doit être référencé Ségur. Et vous avez le 15 octobre, date limite, pour que votre éditeur fasse l'installation de la mise à jour de votre logiciel dans votre cabinet. Voilà, 15 juillet, la commande, au plus tard. Donc, c'est déjà, vous avez peut-être déjà été sollicité par certains éditeurs. Et 15 octobre, donc, date limite pour que l'installation soit effective, l'installation de la version Ségur soit effective dans votre cabinet. Merci, Eric.
Merci. Nous le préciserons également avec les CIS qui prennent la suite. Merci, Monsieur Filiao. À présent, Madame Ramaille Michela. Ramaille. Oui, c'est ça. Madame Ramaille, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, donc Michaela Ramaille, je suis conseillère informatique service. Je vais prendre la suite concernant le numérique pour vous parler un petit peu des modifications qu'il va y avoir également au niveau du forfait structure. Alors là, au niveau du forfait structure, on va faire un focus dans un premier temps sur les téléservices. Comme vous le savez, jusqu'à présent, il y avait 4 téléservices dont l'usage était valorisé au niveau du volet 2 du forfait structure. Donc, vous aviez l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical accident du travail, maladie professionnelle, le protocole de soins électroniques, ainsi que la déclaration de médecin traitant. Vont venir s'ajouter 2 autres téléservices. Donc, en 2022, donc cette année, la prescription électronique de transport, et l'année prochaine, la déclaration simplifiée de grossesse. Donc, ces 6 téléservices vont être valorisés et scorés, donc vous pourrez avoir une rémunération supplémentaire concernant ces téléservices. Diapo suivante. Concernant le forfait structure dans un petit peu sa globalité et sa généralité, il va y avoir 2 paliers de modification. Un premier palier donc cette année, en 2022, un deuxième palier en 2023. Alors, concernant cette année, donc les modifications vont impacter les 2 volets. Alors, pour rappel, volet 1, volet 2, vous savez, forfait structure, donc qui est composé d'un volet 1 et d'un volet 2. Donc, le volet 1, c'est un volet qu'on appelle indicateur prérequis, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez 5 indicateurs qui sont obligatoires, qui doivent être obligatoirement atteints pour bénéficier de la rémunération. Et ils ouvrent droit à la rémunération du volet 2. Par contre, pour le volet 2, les indicateurs ils sont optionnels et indépendants les uns des autres. Donc, au niveau du volet 1 pour cette année, quelles sont les modifications? Alors, vous allez avoir un indicateur qui jusqu'à présent était dans le volet 2, qui est l'indicateur implication dans les démarches de prise en charge coordonnée qui remonte dans le volet 1. Ce qui fait que votre volet 1 ne comportera plus 5 indicateurs, mais 6, donc 6 indicateurs obligatoires, dont celui-là. Concernant le cahier des charges Sésame Vital, vous aurez 2 possibilités. Alors là, c'est un petit peu technique, ça concerne vos logiciels de professionnels de santé. Alors, vous devrez avoir minimum soit l'addendum 8 qui intègre l'application carte vitale, soit vous devrez avoir le référencement Ségur. Alors, entre nous, c'est quand même bien d'avoir le référencement Ségur cette année, puisque, comme mon collègue vous en a parlé, M. Filiao, le fait de faire vos démarches cette année vous permettra d'avoir la prise en charge faite par l'État. Donc, voilà, c'est quand même bien de se renseigner auprès de vos éditeurs de logiciels dès cette année pour avoir ce référencement. Au niveau du volet 2, il va y avoir plusieurs indicateurs qui vont apparaître, notamment des indicateurs d'usage. Un indicateur d'usage concernant le DMP, donc l'utilisation du DMP. On va vous demander, entre autres, d'alimenter le DMP pour vos patients. Donc, vous aurez un objectif qu'il n'avait pas mentionné, mais qui sera d'alimenter au moins 20% de DMP pour toutes vos consultations. Vous aurez un nouvel indicateur concernant également l'usage de la messagerie sécurisée de santé avec vos patients, avec un objectif qui sera fixé à 5%. Donc, 5% de vos consultations qui vont donner lieu à une utilisation de la messagerie sécurisée de santé. De nouveau, 2 autres indicateurs également concernant le SAS, donc le service d'accès aux soins. Alors, ce dispositif sera détaillé un petit peu plus tard donc avec les délégués assurance maladie, mais sachez que du coup, vous avez 2 indicateurs, un qui concerne la création et l'inscription au dispositif et un autre indicateur qui va valoriser les soins non programmés que vous aurez effectués. Et bien sûr, il y a le focus sur les téléservices qu'on a déjà vu. Diapositive suivante. Alors, concernant l'année prochaine, alors là, l'année prochaine, au niveau du volet 1, du coup, vous allez avoir le référencement Ségur qui va devenir obligatoire. C'est-à-dire que là, en fait, c'est uniquement un indicateur qui va concerner vos logiciels. Il faudra absolument que tout le monde ait fait la mise à jour avec le référencement Ségur pour pouvoir bénéficier du forfait structure. Au niveau du volet 2, il y a la création de 2 nouveaux indicateurs qui vont également apparaître. Donc, l'usage de la e-prescription et l'usage de l'application carte vitale.
Donc, ce sont des dispositifs qui sont en cours d'expérimentation. On reviendra sûrement vers vous pour vous en parler plus en détail au cours de cette année, voire l'année prochaine. Et puis, comme je vous ai parlé des téléservices, donc vous avez la déclaration de grossesse qui arrive au niveau des téléservices. Diapositive suivante. Donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif de l'évolution du forfait structure. Vous voyez que jusqu'en 2001, on était sur 280 points au niveau du volet 1, avec un total de 605 points volet 1, volet 2. Cette année, donc du fait que vous avez l'indicateur numéro 6 qui apparaît, donc on est sur un total de points qui est de 400 points pour le volet 1, avec un total volet 1, volet 2 de 985 points. Et en 2023, le volet 1 ne bouge pas, mais le nombre de points augmente avec 1075 points au total, sachant que, pour rappel, un point égale 7 €. Voilà. Dernier dispositif. Alors là, ce dispositif-là, il est hors forfait structure. C'est un forfait qu'on a intitulé forfait one shot. Donc, c'est contrairement au forfait structure, en fait, il n'y aura pas de rémunération pérenne. C'est un dispositif ponctuel, on va dire ça comme ça. Ce dispositif va concerner plus particulièrement votre patientèle qui est en affection de longue durée, donc votre patientèle ALD. Donc, pour cette patientèle, on va vous demander d'alimenter le DMP de ces patients avec le volet de synthèse médicale. Donc, vous aurez deux objectifs possibles à atteindre. Donc, si vous atteignez 50% de votre patientèle pour lesquels vous avez pu alimenter le DMP avec le volet de synthèse médicale, vous pourrez bénéficier d'une rémunération de 1 500 €. Si vous atteignez 90% de votre patientèle, la rémunération pourra aller jusqu'à 3 000 €, sachant bien sûr qu'il y aura une majoration qui pourrait être faite en fonction de votre patientèle, qui pourrait être pondérée en fonction de votre patientèle, mais également en fonction du format de votre volet de synthèse médicale. La période d'observation, donc, elle a déjà démarré. C'est du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2023. Et la rémunération se fera courant du 2e semestre 2023. Donc, voilà pour les modifications au niveau du forfait structure. Je reviens ici, puisqu'on nous demandait que voulait dire l'item 6 ici. Donc, je reviens pour la personne qui nous a posé la question. L'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée. Alors, la prise en charge coordonnée, normalement, c'est un thème que peut-être vous avez déjà vu, enfin, on vous en a déjà parlé avec la visite de vos délégués assurance maladie. La prise en charge coordonnée, en fait, va correspondre à votre implication dans tout ce qui est coordination de soins, notamment au niveau des MSP, donc maisons de soins pluriprofessionnelles, des CPTS, des ESP également. Donc, voilà, ça va correspondre à tout ce qui est prise en charge coordonnée, donc le lien que vous pourrez faire entre les différents professionnels de santé avec qui vous allez travailler. Alors, concernant cet item, si vous voulez avoir plus d'informations, peut-être qu'après, on pourra vous donner également les coordonnées de nos référents, puisque nous avons des référents concernant la prise en charge coordonnée. Et si vous le souhaitez, peut-être qu'on pourra mettre à disposition leurs coordonnées. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Michaela. Pour les mesures de la télémédecine prévenues dans l'avenant, je vous laisse avec Madame Ramsamy. Bonjour à tous, Lydie Ramsamy, déléguée de l'assurance maladie. Alors, je vais commencer par les assouplissements pour les téléconsultations en zone sous-dense. Depuis la publication de l'avenant 9 en septembre 2021, sont concernés tout patient, quel que soit son lieu de résidence, et tout médecin, quelle que soit sa spécialité médicale. Un accompagnement possible du patient, donc, par un autre professionnel de santé. Les modalités, c'est le recours obligatoire à un échange vidéo, une connexion à une solution sécurisée, le consentement du patient, bien sûr. Les règles de prise en charge, c'est le respect du parcours de soins coordonné, l'alternance de consultation en présentiel et de téléconsultation et une logique de territorialité de la téléconsultation.
Alors, j'en viens aux assouplissements de l'avenant 9 qui font qu'un premier contact à distance est possible pour initier une prise en charge, ce qui entraîne une suppression du critère de connaissance préalable. Pour les patients résidant en zone sous-dense, le patient peut avoir recours à une téléconsultation en dehors de son territoire, en l'absence d'organisation territoriale coordonnée de télémédecine et en absence de médecin traitant, ou sur régulation du service d'accès aux soins après échec des rendez-vous avec un médecin du territoire. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un schéma récapitulatif concernant la téléexpertise. Un accord conventionnel a été signé, donc l'avenant 6 à la Convention médicale de 2016 qui a inscrit dans le droit commun la tarification des actes de téléexpertise et depuis le 10 février 2019. Donc. Alors, tout médecin libéral ou exerçant en établissement de santé est concerné, quelle que soit sa spécialité médicale. Auparavant, il y avait une limitation aux patients qui étaient en ALD, qui avaient des maladies rares, en zone sous-dense, en EHPAD ou les détenus. En 2022, ce dispositif sera ouvert à tous les patients. Les modalités, c'est un échange via la messagerie sécurisée de santé, en direct ou en différé, et pas de connaissance préalable du patient requise. Alors, il y a la simplification des conditions de prise en charge de la téléexpertise, donc sont concernés tous les patients, je vous le disais. Tous les professionnels de santé peuvent solliciter une téléexpertise auprès d'un médecin dans la limite de 4 actes par an pour un même patient. Alors, précédemment, il y avait 2 cotations qui sont ramenées à une seule. Donc, c'est le TE2 à 20 €. Après, il nous reste à déterminer si c'est un tarif réunion. Et donc, pour le requérant, un nouvel acte, au lieu du forfait requérant, ce sera RQD à 10 €. Ce nouvel acte a été créé. Et donc, applicable à compter du 1er avril 2022. Je termine par la mise en place d'un seuil maximal d'activité à distance qui concerne tous les médecins conventionnés. Donc, les modalités, c'est calculé par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre sur une année, calculé par un médecin libéral, tout régime, au titre de l'activité de l'ensemble des cabinets principaux et secondaires. Et la règle de calcul, c'est le rapport entre le nombre d'achats de téléconsultation et de téléexpertise et le nombre total d'actes cliniques et techniques réalisés. Et vous aurez bien sûr un suivi trimestriel sur Amélie Pro. Et ceci est applicable depuis le 1er janvier 2022. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, merci Madame Ramsamy. J'ai une petite question sur le chat. Est-ce qu'un médecin requérant est obligatoirement un médecin traitant? Alors, on parle de respect du parcours de soins coordonnés. Donc, je suppose qu'il faut… je vais voir avec Jean-Marc. Ouais, je pense, moi, c'est le médecin traitant. Hein. À mon avis, c'est le médecin traitant, oui. Ouais. Ok, parce qu'on le voyait en fait ici. Hein, je pense que vous faisiez écho en fait à cette diapositive avec le médecin requérant, justement. Ah, on nous dit dommage pour les cabinets de groupe. Oui. On va la poser à Jean-Marc tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, nous allons passer maintenant au service d'accès aux soins avec Madame Vacarest, déléguée de l'assurance maladie. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le service d'accès aux soins, donc, qui est un nouveau service d'orientation de la population de leur parcours de soins.
Ce service est fondé sur un partenariat étroit et équilibré entre les médecins de ville et les professionnels de l'urgence hospitalière. Il doit permettre d'accéder à distance à un professionnel de santé pouvant fournir un conseil médical, orienté selon la situation vers une consultation non programmée en ville ou vers un service d'urgence ou déclencher l'intervention du SMUR. En 2021, La Réunion a été un des 22 territoires pilotes retenus au plan national pour l'expérimentation du dispositif prévu dans le pacte de refondation des urgences. Alors, le déploiement du service d'accès aux soins dans les différents départements a été organisé par les ARS. On va passer à la diapo suivante. Alors, la mise en place du service d'accès aux soins a un impact sur le forfait structure. Nous allons voir tout de suite les évolutions en 2022. Concernant le volet 1, le transfert de l'indicateur du volet 2 vers le volet 1, l'exercice coordonné devient un indicateur socle et une condition pour bénéficier de la rémunération, avec une évolution du cahier des charges Sésame Vital. Concernant le volet 2, une modification de l'indicateur de participation au service d'accès aux soins qui comprend le partage d'un agenda public et inscription au prix du SAS. Et bien sûr, l'introduction d'un nouvel indicateur valorisant l'effectuation des soins non programmés régulés par le SAS. La diapo suivante. Alors, ce schéma qui reprend en fait les différentes étapes de prise en charge d'un patient vers le SAS. Donc, c'est l'exemple en fait d'un patient qui a besoin d'une prise en charge. Son médecin traitant n'est pas disponible. Il appelle le numéro du SAS ou le numéro des urgences. Alors, qui le renverra vers le régulateur. Le rôle du régulateur médical est d'analyser la situation. Soit il s'en tient à un conseil téléphonique, soit il estime que le patient doit voir un médecin dans les 48 heures. Donc, il consulte les créneaux libres des médecins de la plateforme, il confirme le rendez-vous. Si des créneaux ne sont pas disponibles, alors le régulateur contacte les médecins du SAS ou une CPTS pour leur demander de prendre en charge le patient en surnuméraire. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, pour valider l'indicateur sur la participation au SAS, 2 conditions doivent être remplies. Donner de la visibilité sur les créneaux disponibles au régulateur du SAS et déclarer votre participation en vous inscrivant sur la plateforme du SAS. Alors, comment? 2 choix possibles. Avoir un agenda en ligne style Doctolib ou renseigner directement sur l'espace personnel de la plateforme 2 heures de créneau hebdomadaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet indicateur est revalorisé à hauteur de 200 points, soit 1 400 €. Alors, l'indicateur est calculé automatiquement, il n'y a pas à faire de déclaration sur Amélie. La suivante. Alors, comment fonctionne la prise en charge en surnuméraire? Lorsqu'aucun créneau de rendez-vous disponible n'est remonté par la plateforme SAS via les agendas en ligne des médecins, le régulateur appelle soit directement le médecin du SAS, soit la CPTS lorsque le médecin est inscrit. Donc, la rémunération repose sur 2 éléments. La facturation des soins réalisés pour le patient dans le droit commun, donc à tarif opposable, plus un code spécifique signifiant que ce patient a été orienté par le SAS. Donc, le code est en cours de création. Une rémunération forfaitaire versée selon le nombre de consultations en soins non programmés réalisés par trimestre. Donc, le montant varie entre 70 et 630 €. Chaque trimestre civil, la Caisse nationale comptabilise pour chaque médecin le nombre de consultations réalisées orientées par le SAS et l'affiche sur Amélie Pro. Le paiement du forfait effection
a eu lieu une fois dans l'année dans le cadre du paiement du forfait structure. Alors, il est important de préciser qu'un médecin qui ne valide pas les conditions de l'indicateur 8 ne pourra pas bénéficier du forfait effection prévu par l'indicateur 9 du forfait structure. Voilà, j'ai terminé concernant le service d'accès aux soins. Merci Véronique. Maintenant, pour les médicaments biosimilaires et le dispositif associé, je laisse Marion Bibeau nous en faire l'explication. Marion? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, effectivement, je vais évoquer en fait la partie de l'avenant 9 qui concerne le dispositif sur les médicaments biosimilaires. Avant toute chose, je souhaitais faire quelques rappels. Déjà, définir ce qu'est un médicament biosimilaire. C'est un médicament biologique, donc il est produit à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci, qui est cliniquement équivalent à un médicament biologique de référence qui a déjà une AMM et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Donc l'AMM, elle est délivrée par l'Agence européenne du médicament. Et sachez que contrairement aux produits génériques, donc aux médicaments chimiques, on n'a pas que des études de biodisponibilité, on a aussi des études cliniques de phase 1 et de phase 3. L'intérêt de ces médicaments biosimilaires, il est double. D'abord, un intérêt de santé publique, puisqu'on sait que la fabrication des médicaments biologiques était assez sensible et que le fait d'avoir plusieurs labos qui fabriquent le même traitement, on va être moins sensible aux tensions d'approvisionnement et aux risques de rupture de stock. Et puis, on a un intérêt économique puisque ça stimule la concurrence et qu'on a une baisse des prix des médicaments biologiques associés. Donc la prescription, alors pour l'instant, il n'y a pas de substitution possible par le pharmacien, même si ça a été inscrit dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2022. On est en attente en fait de la parution de l'arrêté qui va fixer la liste des groupes biosimilaires, des groupes biologiques qui pourront faire l'objet d'une substitution. Tant qu'il n'y a pas de substitution par le pharmacien, c'est à votre main de médecin généraliste de choisir si vous allez prescrire le médicament biologique de référence ou le médicament biosimilaire. Donc, par exemple, si vous souhaitez prescrire de l'insuline glargine, si vous voulez le médicament biologique de référence, il faudra prescrire la Lantus. Et si vous voulez le médicament biosimilaire, vous pourrez prescrire, par exemple, la Basaglar. Diapo suivante. Donc, pour revenir à ce dispositif d'intéressement sur les médicaments biosimilaires, c'est un pendant en fait en ville de ce qui existe déjà à l'hôpital par le biais des contrats qu'on appelle les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. L'objectif de ce dispositif, c'est de valoriser votre engagement dans une démarche de qualité et d'efficience des prescriptions et puis valoriser aussi le temps que vous allez consacrer pour l'accompagnement de vos patients, notamment lors d'un switch entre le médicament biologique de référence et le médicament biosimilaire. Le principe est basé sur un intéressement qui partage l'économie générée par la prescription d'un médicament biosimilaire, du coup que ça soit en initiation de traitement ou en remplacement du médicament biologique de référence. Il y a 4 critères d'inclusion des molécules au dispositif. Il faut d'abord qu'elles soient inscrites sur la liste des spécialités remboursables. Il faut que ça soit une prescription possible par les médecins libéraux, donc pas de médicaments à prescription hospitalière. Il faut qu'on ait une marge de progression au niveau du taux de pénétration des médicaments biosimilaires et en fait les molécules ne doivent pas faire l'objet d'un indicateur d'efficience de la ROSP ou de tout autre dispositif de rémunération en ville, y compris auprès d'autres professionnels de santé. Donc pour revenir à la possibilité de substitution par les pharmaciens, la liste des molécules qui pourront substituer ne sera pas la même que celles qui sont incluses dans votre dispositif d'intéressement. Diapo suivante. Donc, c'est un dispositif qui se veut souple et réactif. On sait aussi que le marché des médicaments biosimilaires est assez actif. Donc, on va avoir peut-être une liste de molécules qui risquent d'évoluer avec le temps. Pour le moment, il y a 5 substances qui sont incluses dans le dispositif, donc 3 qui ne vous concernent pas en tant que médecin généraliste puisqu'elles sont à prescription réservée aux spécialistes, c'est l'adalimumab, l'étanercept et la folitropine, et 2 qui vous concernent qui sont l'insuline aspartate, donc Novorapid, et l'enoxaparine, le Lovenox. À noter qu'on avait le Forsteo, le tériparatide, mais du coup, il y a un médicament générique qui a été commercialisé en fin 2021, donc cette molécule a été exclue du dispositif. L'adhésion se fait de manière systématique pour tous les médecins qui sont conventionnés.
Diapo suivante. Comment est calculé cet intéressement? On a un nombre de patients initiés ou switchés qui est multiplié par l'économie réalisée sur le coût d'un traitement en année pleine pour un patient et qui est multiplié par la clé de répartition. Sachant que la clé de répartition varie en fonction des années. Donc, on a 30% en fait de l'économie générée qui sera reversée aux médecins libéraux en 2022 et en 2023, ça sera 20%. On entend par initiation de traitement la délivrance en fait, du médicament biosimilaire non précédé de la délivrance du médicament biosimilaire ou de son médicament biologique de référence dans les 12 mois. On entend par switch le constat d'au moins 3 délivrances de médicaments biosimilaires après le passage du patient du médicament biologique de référence au médicament biosimilaire. Donc, le paiement se fait par an. Le premier versement est prévu à la fin du premier semestre 2023 sur les délivrances de 2022 et vous pouvez suivre votre dispositif sur votre espace Amélie Pro. Diapo suivante. Et juste pour finir, donc il y a un accompagnement complémentaire qui est prévu, soit par les médecins conseils ou les délégués de l'assurance maladie et qui est fixé au courant du second trimestre 2022. Voilà, merci pour votre attention. Merci Marion. Est-ce que vous avez des questions? Nous arrivons à un temps dédié aux questions. Effectivement, il nous reste quelques minutes. J'ai pu répondre à quelques petites interrogations sur le chat. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous montrer en fait une diapositive avec tous les contacts utiles. Par le biais, vous pourrez nous contacter. Je voulais déjà vous dire déjà merci à tous les intervenants. Merci à vous, participants, de nous avoir écoutés et d'être venus vous informer. Je sais qu'il y a une session demain, donc si vos confrères n'ont pas pu assister aujourd'hui, sachez que cette session est enregistrée et sera en replay sur la chaîne YouTube de la CGSS de La Réunion, mais qu'il y a une session demain de 17 à 18 h. Donc s'il y a des confrères qui ne pouvaient pas assister aujourd'hui, dites-leur qu'ils peuvent très bien s'inscrire. Vous pouvez faire cette inscription même quelques minutes avant l'événement. Voilà. Alors, je ne vois qu'il y a… Je pense que ça a été très, très clair, puisqu'on n'a pas de questions. N'hésitez pas, ce que je vais faire, c'est quand même vous donner les contacts utiles. Sachez que quand si vous avez des questions sur l'accompagnement ou les actions d'âme, nous jouons aussi notre rôle d'interface au niveau de la CGSS. Vous pouvez nous écrire à la boîte aux lettres générique des dames. dame@cgss.re. Vous avez aussi les conseillers informatiques et services pour tout ce qui est votre accompagnement sur les différents téléservices. Elles seront à l'écoute, elles ont une bonne réactivité, je les en remercie. Et effectivement, nous avions aussi une grande demande en ce qui concerne la nomenclature. Donc, j'ai fait un petit rappel sur la boîte aux lettres qui est également très réactive au niveau de la DRSM, donc de la Direction régionale du service médical. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchaient à joindre souvent le service RPS, c'est pour ça que je préfère faire cette annonce. La réponse téléphonique maintenant se passe véritablement sur la plateforme qui est totalement dédiée aux professionnels de santé et c'est le numéro 3608. Donc voilà, n'hésitez pas à les joindre. Voilà. Mais écoutez, nous restons encore 2 minutes s'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Nathalie? Oui. Nathalie, c'est Simon Pierry là. Je voudrais revenir sur la question qui évoquait le médecin requérant. C'était dans le cadre c'était dans le cadre de la télémédecine. Tout à fait. Donc en fait, il s'avère que Dans ce cas-là, voilà. Le médecin requérant, c'est le médecin requérant. Il n'est pas forcément médecin traitant, effectivement. Voilà. Il Parce s'adresse qu'on à un avait une médecin demande, requérant. je pense que c'était un médecin qui était en cabinet de groupe parce qu'il disait que c'était dommage. Je ne sais pas s'il peut repréciser, je ne sais pas si cette personne est encore là, s'il veut préciser sa question, mais je pense que c'était surtout sur il est en cabinet de groupe si le médecin traitant n'est pas là et que justement on bascule sur un autre confrère du même cabinet, est-il considéré en fait comme requérant pour pouvoir faire cette téléconsultation ou téléexpertise. Enfin voilà, c'était sa question. Non, il n'y a pas de limitation là-dessus dans le cas de la télémédecine. En revanche, c'est vrai que l'activité de télémédecine, elle est quand même limitée à 20% de l'activité sur l'année. Voilà. On peut pas faire Donc que j'espère que ça répond. Oui, Eric, tu as raison.
Pour le 3608, c'est le matin uniquement. Donc, c'est vrai que tu as très bien répondu. Bah, je pense que Jean-Marc a très bien répondu à la question qui était posée. Donc, elle a été résumée. Donc, vous avez effectivement, c'est tout à fait possible. Oui. Donc, ce n'est pas médecin requérant dans cette situation n'est pas obligatoirement médecin traitant. Voilà. Je vois que bon, effectivement, on a été quand même assez nombreux. Nous, au niveau de l'assurance maladie, avec Nathalie, on souhaiterait énormément développer ces webinaires avec vous, les professionnels de santé qui êtes sur le terrain. Donc, si effectivement ça vous intéresse, faites-nous remonter ça, vous envoyez des mails, et puis sur des sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaiteriez partager. Et nous, effectivement, nous, on aimerait beaucoup développer avec vous les webinaires parce que c'est quand même assez simple. Et ça ne dure pas très longtemps, il n'y a pas forcément beaucoup de déplacements et c'est apparemment assez Tout à fait. efficace. Tout à fait, à des créneaux qui vous seront dédiés, par exemple la pause méridienne comme on a fait là, et également peut-être un petit peu après votre journée entre 17 et 18 heures. Voilà, et n'hésitez pas, mais écoutez, je vous dis merci à tous et merci, je vous dis peut-être à bientôt au détour d'un autre webinaire pour partager avec vous sur d'autres thèmes. Oui, vous pouvez poser d'autres questions hors sujet, mais là, je pense qu'on va malheureusement couper puisqu'il est 31, mais n'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra sans problème. Merci à tous. Merci. Vous trouverez l'adresse YouTube sur le site cgss.fr, cgss.re, pardon, .re. Merci beaucoup, à bientôt. Merci bien. Au revoir. Bonne fin de Merci, au journée à revoir. vous. Au Au revoir. revoir, merci.